le verre en cristal semblait froid et lourd dans la main de Liam, une encre dans la mer tourbillonnante d'hostilité silencieuse qu'était le dîner dominical de la famille Vance. De l'autre côté de la table en acajou poli, un champ de bataille de lin et d'argent, Julian Vance, le frère de sa petite amie Amelia, tenait court. Il venait de terminer une histoire sur la conclusion d'un accord à 7 chiffres, sa voix glissante de l'arrogance désinvolte d'un homme qui n'avait jamais connu un jour de véritable lutte. Son regard, vif et moqueur, glissa vers Liam. En parlant de ça, dit Julian, se penchant en avant avec un sourire en coin conspirateur. Liam, comment ça va, tu sais, le truc de l'art, tu dessines toujours des logos pour les pizzerias du coin. Tu devras me le faire savoir si jamais tu franchis la barre des $50 de l'heure. On sabrera tous le champagne. Le rire de sa mère, Eleanor, était un son délicat et tintant comme de la glace qui craque. Richard le patriarche offrit un grognement évasif, son attention fixée sur la découpe du rôti avec une précision chirurgicale. C'était un homme qui mesurait la valeur en mètres carrés et en marge bénéficiaire. Aux yeux de Liam, il n'apparaissait même pas sur l'échelle. Les yeux de Liam trouvèrent ceux d'Amelia. Il vit la lueur de panique, la honte familière qui l'envahissait chaque fois que sa famille dirigeait ses pics polis vers lui. Il la vit ouvrir la bouche, un petit O silencieux de protestation avant de se refermer d'un coup. Elle baissa les yeux vers son assiette, son silence une trahison plus bruyante que n'importe quel mot que Julian aurait pu prononcer. Elle leur avait dit qu'il était graphiste indépendant, une description techniquement vraie mais contextuellement un mensonge dévastateur. Elle l'avait dépeint comme un touche-à-tout charmant mais sans but, un perdant attachant, un partenaire sûr et non menaçant qui n'éclipserait jamais son statut ou celui étincelant de sa famille. Il pensait qu'il n'était personne. Il pensait que sa vieille berline usée de 10 ans dans leur allée, garée avec déférence derrière la nouvelle Porsche rutilante de Julian, était la somme de son ambition. Il pensait que le simple tube en cuir sans prétention qu'il transportait souvent avec lui, et qui était appuyé contre sa chaise en ce moment même, contenait des croquis pour des prospectus de promenade de chiens ou des affiches de foires artisanales. Il ne savait pas. Il ne pouvait absolument pas savoir que l'homme assis à leur table, l'homme qu'il traitait comme un bouffon du roi, était l'architecte le plus recherché et le plus énigmatique au monde. Il ne savait pas que son véritable travail était réalisé sous un pseudonyme, Athelred, un nom chuchoté avec révérence dans les salles de réunion des sociétés de développement mondial, y compris celle de Richard Vance. Il ne savait pas qu'en l'espace de quelques courtes semaines, leur monde entier, construit sur une fondation de statuts perçus et d'arrogance fragile, serait mis à genoux par l'homme même qu'ils essayaient de briser avec tant de désinvolture. Je suis content que vous soyez là pour ça. Nous nous sommes tous sentis sous-estimés à un moment ou à un autre, n'est-ce pas? Si vous avez déjà dû vous mordre la langue pendant que quelqu'un vous jugeait injustement, je pense que vous voudrez voir comment cela se déroule. Faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez, et assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour voir la justice rendue. Maintenant, revenons à l'histoire. Le trajet silencieux pour rentrer à la maison était lourd de non-dits. L'air dans la voiture de Liam, un espace qui ressemblait habituellement à un sanctuaire pour lui et Amelia, était maintenant chargé de l'électricité statique de son échec. Il gardait les yeux fixés sur la route, les mains fermes sur le volant. Il sentait son regard implorant posé sur lui. « Liam, commença-t-elle d'une toute petite voix. Je suis désolé pour Julian. Il est juste, c'est un idiot. Il l'est, acquiesça Liam, d'un ton parfaitement égal. C'était ce calme qui l'énervait toujours après un incident, ni la colère, ni les cris, mais une immobilité silencieuse et troublante, comme s'il était un océanographe observant un raz-de-marée à une distance de sécurité. Mais le problème n'est pas la stupidité de Julian. C'est que tu sois d'accord avec lui. Quoi? Non, je ne le suis pas, protesta-t-elle la voix montante. Je déteste quand il te parle comme ça. C'est mortifiant. C'est mortifiant pour toi, corrigea Liam, prenant un virage avec une fluidité exercée, parce que tu as honte de ce qu'ils pensent de moi, ou plutôt de ce que tu les as amenés à croire à mon sujet. Un graphiste à $50 de l'heure, un artiste de logo de pizza, c'est l'homme que tu leur présentes. Ce n'est pas juste. Je voulais juste, c'est compliqué, Liam. Tu ne les connais pas. Ils sont tellement obsédés par l'argent et le statut. Et si je leur disais, s'ils savaient, elle s'arrêta, incapable de formuler ne serait-ce que la vérité de son succès. C'était un secret qu'il avait gardé pendant des années, non par honte, mais comme un filtre. Il voulait être aimé pour l'homme qu'il était, pas pour le nom, Athelred, et les milliards de projets de développement qui y étaient attachés.
Lorsqu'il avait rencontré Amelia, il pensait avoir trouvé cela. Il lui avait dit la vérité sur son travail quelques mois après le début de leur relation, lui montrant les portfolios privés et la presse mondiale qui spéculait follement sur l'identité du mystérieux Athelred. Elle avait été émerveillée, mais aussi, il le voyait maintenant, terrifié. C'était un statut qu'elle ne savait pas gérer, alors elle l'avait enfoui. S'il connaissait la vérité, qu'arriverait-il à Amelia, demanda-t-il, la voix toujours calme. Serait-il forcé de me respecter? Devraient-ils arrêter de me traiter comme un cas de charité? Est-ce si terrifiant? Il te traiterait différemment, oui, mais ce serait pour de mauvaises raisons, argumenta-t-elle, utilisant ironiquement la logique même qu'il avait lui-même tenue autrefois. Il te flatterait et essaierait de t'utiliser, surtout mon père. Et tu ne penses pas que je peux gérer ton père? Demanda Liam. La question resta suspendue dans les airs, simple et dévastatrice. Le vrai problème est que tu penses que leur validation est quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. Tu préfères que je sois humilié plutôt que d'être mal à l'aise. Tu préfères que je sois petit pour ne pas avoir à être courageuse. Des larmes perlèrent dans ses yeux. Ce n'est pas vrai. Je t'aime. Je sais que oui, dit-il, et la tristesse dans sa voix était sincère. Il s'arrêta devant son immeuble. Mais l'amour, le vrai amour, ne demande pas à quelqu'un de se rapetisser pour s'intégrer. Il ne reste pas silencieux face au manque de respect. Il défend, il soutient, il est fier. Il marqua une pause, la main sur le levier de vitesse. Je t'aime aussi, Amelia, c'est pourquoi c'est si difficile, mais je ne peux pas te laisser continuer à me rabaisser pour donner à ta famille un sentiment de puissance. Ce n'est pas juste envers moi, et en fin de compte, ce n'est pas juste envers toi. Il la regarda, son expression s'adoucissant légèrement. Tu vaux mieux que ça. J'ai besoin que tu le prouves. Elle n'avait pas de réponse. Elle a juste pleuré. Un sanglot silencieux et tremblant avant de sortir de la voiture et de disparaître dans son immeuble. Liam la regarda s'éloigner, une douleur profonde dans la poitrine. Il lui avait posé un ultimatum, une chance de choisir. Il espérait qu'elle ferait le bon choix. Mais alors qu'il s'éloignait, sa main dériva vers le bas et se posa sur le tube en cuir usé sur le siège passager. À l'intérieur se trouvaient les ébauches préliminaires du projet Serafina, un complexe hôtelier biosphérique côtier révolutionnaire et autosuffisant. C'était le projet dont tout le monde de l'architecture et du développement parlait. C'était aussi le projet que Richard Vance avait publiquement déclaré que son entreprise acquérait à n'importe quel prix. Liam soupira. Il avait le sentiment que cela allait devenir beaucoup plus compliqué avant de devenir plus simple. Il espérait se tromper, mais la stratégie était son art et il savait comment voir les lignes d'un conflit aussi clairement que les lignes d'un bâtiment. La fondation de sa relation avec Amelia avait une fissure et il savait mieux que quiconque qu'une fondation compromise pouvait faire s'effondrer la structure entière. Leur rencontre avait été un cliché de la romance moderne, une rencontre fortuite dans une librairie bondée. Liam était dans le rayon architecture, passant la main sur un volume poussiéreux consacré aux maîtres brutalistes oubliés. Amelia cherchait un roman, une touche de couleur et de fiction dans une vie qui lui semblait de plus en plus monochrome. Elle fit tomber une pile de livres de poche et il s'agenouilla pour l'aider, leurs mains s'effleurant alors qu'ils tendaient tous les deux le bras vers le même livre. Son rire était spontané, un son semblable à un carillon éolien. Il fut frappé par son manque apparent d'artifice, un changement rafraîchissant par rapport au monde de clients poseurs et de mondains dans lequel il naviguait secrètement. Il s'était présenté simplement comme Liam, un designer. Lors de leur premier rendez-vous, il lui avait laissé croire qu'il était exactement cela, un homme gagnant modestement sa vie grâce à un travail créatif. Il appréciait la simplicité de la chose, la liberté d'être vu sans le lourd fardeau de son identité professionnelle. Il conduisait sa vieille berline, il l'emmenait dans de petits restaurants intimes qu'il aimait depuis des années. Il parlait d'art, de forme et de lumière, pas de budget et de loi de zonage. Et elle semblait aimer cet homme-là. Elle était vibrante, intelligente et drôle, apparemment peu soucieuse des marqueurs superficiels de réussite qui définissaient le monde de sa famille. La première fissure est apparue au bout de 3 mois lors d'un dîner avec ses amis. L'une d'elles, une femme avec une voix aussi pointue que son sac à main de créateur, avait demandé à Liam ce qu'il faisait. Avant qu'il ne puisse répondre, Amelia est intervenue. Liam est un artiste indépendant, il fait toutes sortes de choses créatives, des logos, des sites web, vous savez. Elle l'avait dit avec un geste de la main vif et désinvolte, comme si le travail de sa vie était un passe-temps charmant.
Le mensonge n'était pas dans les mots, mais dans le ton. La condescendance était subtile, un poison fin. Il avait senti un œuf froid se former dans son estomac. Plus tard, il lui avait posé la question. Pourquoi as-tu dit ça comme ça? Comme quoi? Avait-elle demandé avec toute l'innocence des grands yeux ouverts. Je leur disais juste ce que tu faisais. Tu as donné l'impression que je peins des nichoirs dans mon garage, Amelia. Elle s'était mise sur la défensive. Eh bien, qu'étais-je censé dire? Mes amis. Ils peuvent être un peu enclins à juger. J'essayais juste de garder ça simple. Ce fut la nuit où il décida de tout lui dire. Il la ramena à son appartement modeste et épuré. Un appartement qu'il gardait spécifiquement dans ce but. Un lieu de paix loin de la grande maison conçue par Athelred qu'il possédait en réalité de l'autre côté de la ville. Il déroula un jeu de plans sur sa simple table à manger en bois. Il s'agissait du musée de la lumière aqueuse récemment achevé à Kyoto. Un bâtiment qui avait été salué comme un chef-d'œuvre. J'ai conçu ça, dit-il doucement. Mon nom professionnel, est Athelred. Il regarda son visage pendant qu'elle assimilait la chose. L'incrédulité initiale, la recherche rapide sur Google sur son téléphone, le choc naissant, et puis autre chose. Une lueur de ce qui ressemblait à de la peur. Ce n'était pas la réaction qu'il avait espérée. Il avait imaginé de l'émerveillement, de l'excitation, un secret partagé qui les lierait davantage. Au lieu de cela, il vit le poids des attentes de sa famille s'installer sur ses épaules. « Mon Dieu, Liam » murmura-t-elle, fixant l'écran de son téléphone sur des articles de Forbes et d'Architectural Digest, spéculant sur le génie ermite. Mon père, il parle de Athelred tout le temps. Il dit que c'est le seul vrai visionnaire qui reste dans ce monde. Elle regarda de son téléphone vers lui et vice-versa. Il est obsédé par l'idée d'obtenir le contrat pour ton nouveau projet, le projet Serafina. Je sais, avait dit Liam. L'entreprise de développement de Vance est l'une de la douzaine de firmes sur la liste préliminaire. La conversation qui suivit fut le début de leur pacte silencieux et corrosif. Elle l'avait supplié de le garder secret pour sa famille. Ils vont changer Liam, avait-elle imploré. Tout tournera autour de ça. Mon père essaiera de tirer parti de notre relation. Ma mère fera de toi un accessoire social. Julian sera, je ne sais même pas, un cauchemar de sycophante. S'il te plaît, restons juste nous deux encore un peu. Laisse-moi être avec Liam, l'homme dont je suis tombée amoureuse, pas Athelred, le phénomène mondial. Son cœur, adouci par son amour pour elle, avait accepté. Il comprenait sa peur de la nature superficielle de sa famille. C'était, après tout, la chose même qu'il avait cherché à éviter en bâtissant sa carrière anonyme. Il pensait qu'il lui donnait du temps. Il pensait qu'il protégeait leur relation. Il ne réalisait pas qu'il lui remettait une arme à utiliser contre lui, un bouclier pour sa propre lâcheté. Il lui permettait de construire un faux récit, et maintenant, des mois plus tard, les murs de ce récit se refermaient sur lui. Chaque dîner condescendant, chaque commentaire dédaigneux de sa famille était une brique dans la prison de sa propre création. Il lui avait permis de le définir comme petit, et sa famille, comme des loups, avait senti la faiblesse perçue et se préparait pour la mise à mort. L'ironie était étouffante. Dans le bureau de Richard Vance, le pseudonyme de Liam était prononcé comme une prière. Dans sa salle à manger, le vrai nom de Liam était prononcé comme une blague. La dichotomie n'était plus tenable. Il avait donné à Amelia la chance de démolir le faux récit. Maintenant, il devait voir si elle allait la saisir. L'occasion était le 60e anniversaire d'Eleanor, une affaire somptueuse organisée dans les vastes jardins du domaine Vance, un quatuor à cordes jouait doucement près d'une roseraie, et des serveurs en veste blanche impeccables circulaient avec des plateaux de champagne et de canapés. Liam se tenait aux côtés d'Amelia, se sentant visiblement sous-vêtu dans son simple blazer sombre et son pantalon, bien que le tissu fût d'une qualité qu'aucun d'eux ne reconnaîtrait. Il avait son tube en cuir avec lui, une habitude qu'il refusait de perdre. Cela ressemblait à un talisman, un rappel silencieux de qui il était au milieu de cette façade scintillante. Julian, qui en était déjà à 3 coupes de champagne, s'approcha d'eux d'un pas fanfaron, un bras possessif autour de sa dernière petite amie, une femme qui semblait avoir été assemblée à partir d'un catalogue de marques de luxe. Amelia et Liam, dit-il, ses yeux effectuant une lente et insultante évaluation de la tenue de Liam. Ravi que vous ayez pu venir, vous essayez d'absorber un peu de culture? Il se tourna ensuite vers sa petite amie.
Liam est un artiste, très bohème. Le mot fut lâché comme une épithète. La main d'Amelia se resserra sur le bras de Liam. Julian, ne sois pas un crétin. C'est l'anniversaire de maman. Je ne suis pas un crétin. Je soutiens les arts, dit Julian avec un large sourire hypocrite. Il fit un geste vers la voiture de Liam, visible à l'autre bout de la longue allée courbe. Je me disais justement, Liam, que mon entreprise cherche à faire un peu de charité. Nous pourrions probablement financer un nouveau jeu de roues pour toi, quelque chose de cette décennie peut-être. Ça donne une mauvaise image d'Amelia, tu sais? La cruauté était si désinvolte, d'une confiance si époustouflante. Liam ne broncha pas. Il soutint simplement le regard de Julian avec un regard de douce curiosité, comme s'il observait une nouvelle espèce d'insecte étrange. C'est très généreux de ta part, Julian, dit-il, la voix calme et posée. Mais j'aime bien ma voiture. Elle est fiable. De façon fiable et lente, renifla Julian en se détournant pour attraper une autre coupe de champagne. Plus tard, alors qu'il se mêlait aux invités, Eleanor glissa vers eux, son sourire une courbe peinte parfaite. Liam chéri, roucoula-t-elle, posant une main sur son bras qui ressemblait plus à une évaluation qu'à une bienvenue. Je suis si heureuse que tu sois là. J'ai eu la plus merveilleuse des idées. Liam se prépara. Les merveilleuses idées d'Eleanor étaient généralement des chevaux de Troie remplis de condescendance. Tu sais que mon déjeuner annuel de charité pour l'hôpital des enfants a lieu le mois prochain, a-t-elle continué, et le thème de cette année est un jardin de rêve. C'est tout très fantaisiste, et j'ai pensé à toi avec ton flair artistique. Comment te sentirais-tu de concevoir les menus et les petits marque-places? Nous ne pouvons pas offrir de gros honoraires, bien sûr. C'est pour la charité, mais ce serait une merveilleuse exposition pour toi parmi mes amis. L'offre resta en suspens dans l'air, un chef-d'œuvre d'agressivité passive. Elle lui proposait un projet de bricolage, une tâche qu'elle pourrait confier à un lycéen bénévole talentueux. À sa gauche, il vit le visage d'Amelia s'empourprer, un mélange de colère et d'humiliation. Il attendit, lui donnant l'espace pour parler, pour le défendre, pour dire « Maman, c'est incroyablement insultant. Liam est un concepteur brillant, pas ton organisateur de fête. » L'instant s'étira, le quatuor à cordes sembla maintenir une note. Amelia regarda le visage plein d'attente de sa mère, puis celui de Liam, calme et en attente. Il pouvait voir la bataille faire rage en elle. Il la voyait calculer le coût de la confrontation. Le mécontentement de sa mère, la perturbation de la fête, la dispute inévitable, et il la vit choisir la voie de la moindre résistance. « Oh, maman, c'est une gentille pensée », balbutia Amelia. Mais Liam est vraiment occupé avec ses propres projets en ce moment. N'est-ce pas, Liam? Elle lui lança un regard désespéré et suppliant. Elle ne l'avait pas défendu. Elle lui avait trouvé une excuse. Elle avait validé la prémisse de l'offre insultante, arguant simplement d'un conflit d'horaires. C'était un échec subtil, mais critique. Liam offrit à Eleanor un sourire serein. Amelia a raison, Eleanor. Mon emploi du temps est très chargé en ce moment, mais merci d'avoir pensé à moi. Il laissa sa main reposer sur le dessus de son tube en cuir, à l'intérieur se trouvaient les plans révisés pour l'atrium central du projet Serafina. Une conception si complexe et innovante qu'elle nécessitait l'invention d'un nouveau verre filtrant le carbone. Les plans dans ce tube valaient plus que tout le domaine Vance, y compris le jardin, le quatuor à cordes et chaque bouteille de champagne millésimée. L'ironie était un poids physique dans sa poitrine. « Oh eh bien, dit Eleanor. » Son sourire ne faiblissant pas alors qu'elle s'était déjà désintéressée. Une autre fois, peut-être, elle lui tapota à nouveau le bras et s'éloigna, laissant dans son sillage un parfum onéreux et une dégradation silencieuse. Liam regarda Amelia. Son visage était un masque de misère. « J'ai essayé, murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus la musique. « Non, tu n'as pas essayé, répondit Liam. Sa voix dénuée de chaleur, mais pleine d'une terrible finalité. Tu l'as géré. Il y a une différence. Il regarda par-dessus la pelouse parfaitement entretenue les invités qui riaient et buvaient, inconscients. Il ressentit un profond sentiment de détachement, comme s'il regardait une pièce de théâtre dans laquelle on lui aurait attribué le mauvais rôle. Il lui avait donné une chance de réécrire le scénario, et elle avait choisi de s'en tenir à l'ébauche dégradante originale. Il sut alors, avec une certitude qui le glaça jusqu'aux os, qu'il devrait écrire la fin lui-même.
Le point de rupture survint un mardi soir dans l'intérieur feutré et éclairé d'ambre de l'Orsay, un restaurant où les plats coûtaient plus cher que les factures d'épicerie hebdomadaires de la plupart des gens. C'était censé être un dîner de célébration pour Richard, qui venait de décrocher un contrat municipal majeur. Toute la famille Vance était présente, rayonnant d'une suffisance collective qui semblait assombrir les tables environnantes. Liam avait fait l'objet d'une invitation de dernière minute de la part d'Amelia, un appel désespéré à « Essaie encore s'il te plaît. Ce sera différent cette fois. » Ce ne fut pas différent. Il était assis au bout de la table, une représentation géographique de son statut dans la famille. La conversation coulait autour de lui, un fleuve de discussions sur les fusions, les acquisitions et l'état lamentable de la classe des domestiques. Julien racontait bruyamment une histoire sur un voyage à Monaco, tandis qu'Éléanore critiquait l'arrangement floral d'une table voisine. À la moitié du plat principal, le visage de Richard s'illumina. « Eh bien, Marcus Thorne, dit-il, la voix résonnant légèrement. » Un homme aux cheveux argentés à une table de l'autre côté de la pièce regarda et fit un signe de tête poli, bien que froid. « Qui est-ce » demanda Amelia. « C'est le PDG de Thorne Consolidated, » dit Richard, la voix serrée par la rivalité. « Mon plus grand concurrent pour l'appel d'offres du projet Serafina, l'homme est un requin, tout dans l'apparence mais sans substance, mais il a l'oreille du groupe Helio, les investisseurs derrière Atelred. » Comme sur un signal, Marcus Thorne se leva pour partir, son chemin l'amenant directement devant la table des Vance. Il s'arrêta, les yeux balayant le groupe. « Richard, dit-il, la voix douce comme de la soie. Éléanore, Julien, il fit un bref signe de tête à chacun d'eux. Ses yeux tombèrent ensuite sur Amelia, puis sur Liam, assis à côté d'elle. Il y eut un moment de silence poli et plein d'attente, le genre qui exige une introduction. Liam vit la vague familière de panique envahir le visage d'Amelia. Ce n'était pas seulement ses amis ou sa famille. C'était Marcus Thorne, un acteur majeur dans le monde de son père. C'était un test social aux enjeux élevés. Liam ressentit un étrange sentiment de calme. Il savait avec une clarté absolue ce qui allait se passer. Il regardait l'esprit d'Amelia s'emballer, ses calculs internes traversant ses traits. « Marcus, c'est si bon de te voir, dit-elle, la voix un peu trop enjouée. Elle fit un geste vers Liam. « C'est mon ami, Liam. » Ami, le mot atterrit dans l'espace entre eux comme un bloc de glace. C'était une coupure nette et tranchante. En un seul mot, elle avait rompu leur relation, l'avait rétrogradée, avait effacé 2 ans d'intimité et d'amour pour s'épargner un moment d'embarras social perçu devant un homme qu'elle connaissait à peine. Julien sourit d'un air suffisant dans son verre de vin. L'expression d'Éléanore en était une de froid soulagement. Richard, pour sa part, avait l'air vaguement satisfait qu'aucune explication compliquée sur la présence de Liam ne soit requise. Marcus Thorne, un homme habitué à lire les dynamiques de pouvoir d'un seul coup d'œil, fit simplement un signe de tête poli à Liam. « Un plaisir, dit-il, avant de reporter son attention sur Richard. Toujours après Atelred, Richard, j'ai entendu dire qu'il est sur le point d'annoncer ses partenaires. Ne te fais pas de faux espoirs. » Avec un dernier sourire mince comme une lame de rasoir, il était parti. La conversation à table reprit, mais pour Liam, le son s'était estompé en un grondement sourd. Il ne ressentait rien. La colère, la blessure, la frustration. Tout s'était consumé, laissant derrière soi une clarté froide et dure. C'était la fin du test. Amelia avait échoué de façon spectaculaire. Il finit tranquillement son repas. Quand l'addition arriva, un chiffre comiquement grand sur un petit plateau noir, Julien s'en empara. « Ne t'inquiète pas, Liam. Papa s'en occupe. Je ne voudrais pas que tu aies à faire la plonge. » Liam ne répondit pas à la raillerie. Au lieu de cela, il sortit son propre portefeuille, un simple portefeuille en cuir sans fioriture. Il en sortit 2 billets de $100 et les posa sur la table. « Pour mon repas et celui d'Amelia, » dit-il d'un ton égal. Il en avait fini d'être subventionné. Il en avait fini d'être un invité. « Ouah, gros dépensier », se moqua Julien, regardant l'argent. « Tu as enfin décroché ce contrat de logo de pizza, hein ?» Liam se leva. Sa chaise fit un doux bruit de grattement sur le sol poli. Il regarda Amelia. Son visage était pâle. Ses yeux écarquillés par l'horreur naissante de ce qu'elle venait de faire. « Je ne voulais pas » commença-t-elle à murmurer. « Je sais ce que tu voulais dire, » dit Liam,
la voix douce mais portant un poids indubitable. Il regarda Richard, Éléanore, Julien. Il ne les vit pas comme des monstres, mais comme ce qu'ils étaient. Des gens petits et peu sûrs d'eux, terrifiés par tout ce qui ne reflétait pas leur propre définition étroite de la valeur. Profitez du reste de votre soirée. Il sortit du restaurant sans un regard en arrière. Il n'attendit pas qu'Amélia le suive. Il savait qu'elle ne le ferait pas encore. Elle était toujours piégée dans leur orbite. Une fois dehors dans l'air frais de la nuit, il ne monta pas dans sa voiture. Il marcha un pâté de maisons plus bas dans la rue, les lumières de la ville s'estompant autour de lui. Il sortit son téléphone et passa un appel. « Harrison » dit-il lorsque l'homme à l'autre bout décrocha. Harrison était son avocat, son agent et le gardien farouchement protecteur de l'identité d'Ethelred. « Liam, est-ce que tout va bien ?» La voix d'Harrison était vive d'inquiétude. « Tout est parfaitement clair », répondit Liam. « La famille Vance organise son gala annuel pour l'hôpital dans 3 semaines, n'est-ce pas ? » « C'est exact. Éléanore Vance me harcèle pour un don depuis des mois. »« Bien, » dit Liam, « j'ai besoin que tu organises quelque chose. J'ai un nouveau conférencier principal pour eux. » Il marqua une pause, un plan se cristallisant dans son esprit, aussi net et précis qu'un plan d'architecture. Il est temps pour Ethelred de faire une apparition publique. L'invitation au gala de l'hôpital pour enfants Saint-Jude est arrivée par coursier. C'était un papier cartonné épais de couleur crème avec un élégant gaufrage doré. Amélia la lui a livré en personne à sa porte. Elle appelait et envoyait des SMS sans cesse depuis 2 semaines. Un barrage d'excuses, d'explications et de supplications. Il n'avait répondu à aucun d'entre eux. « S'il te plaît, Liam, dit-elle debout sur le pas de sa porte, l'air hagard et perdu. Parle-moi simplement. » Il ouvrit la porte plus grand et la laissa entrer. Son appartement était, comme toujours, soigné et clairsemé. Il prit l'invitation de sa main et la plaça sur sa table, à côté de son tube en cuir usé. « Le gala de ma famille, dit-elle, énonçant une évidence. C'est la nuit la plus importante de l'année pour ma mère. Pour tous, je veux que tu viennes avec moi. » Liam la regarda, son expression illisible. « Pourquoi ferais-je ça, Amélia ? » « Pour me donner une dernière chance, dit-elle, les larmes lui montant à nouveau aux yeux. C'était une monnaie qui perdait rapidement de sa valeur. Je sais ce que j'ai fait. Au restaurant, c'était impardonnable. J'ai eu peur et j'ai été stupide et faible. J'ai beaucoup réfléchi, Liam, à eux, à moi, à nous. Je suis prête. Je te le jure. Je vais entrer dans cette salle de bal et je te présenterai à tout le monde, fièrement, comme l'homme que j'aime. Je ferai taire mon frère. Je corrigerai ma mère. Je tiendrai tête à mon père. S'il te plaît, laisse-moi te montrer que je peux être la femme que tu mérites. » Son discours était passionné, apparemment sincère. Un mois plus tôt, cela l'aurait ému. Maintenant, il ne ressentait qu'un sentiment de pitié détaché. Elle promettait de faire maintenant ce qu'elle aurait dû faire depuis le début. C'était une conversion sur le lit de mort. Il pensa à l'appel téléphonique avec Harrison, au plan complexe déjà en mouvement. Sa demande s'y intégrait parfaitement, une dernière pièce nécessaire au puzzle. Il devait être là, et il devait y être en tant que son invité. La symétrie était trop poétique pour l'ignorer. « D'accord, Amélia, dit-il, la voix plus douce qu'elle ne l'avait espéré. Une dernière chance. » Le soulagement l'envahit si intensément qu'elle s'affaissa presque contre le chambranle de la porte. « Oh, merci, Liam. Merci, tu ne le regretteras pas, je vais arranger les choses, je te le promets. » Il se contenta de hocher la tête. Alors qu'elle partait, étourdi par l'espoir qu'elle n'avait pas mérité, il regarda l'invitation. Le gala de Saint-Jude, un jardin de rêve. Il repensa à l'offre d'Éléanore de le laisser concevoir les menus. Un sourire amer effleura ses lèvres. Il était sur le point de lui offrir un événement qu'elle n'oublierait jamais. Le soir du gala, Liam arriva d'une manière qui était parfaitement calibrée pour passer inaperçu. Il a pris un taxi, évitant la longue et ostentatoire procession de véhicules de luxe. Il portait un smoking noir classique, impeccablement taillé, mais qui se distinguait par son manque d'éclat. C'était le genre de costume qui parlait d'une confiance tranquille, pas d'un étalage désespéré. Il retrouva Amélia dans le grand hall de la salle de bal de l'hôtel. Elle était magnifique dans une robe émeraude profond, mais ses yeux étaient chargés d'anxiété.
Elle s'accrocha à son bras alors qu'ils entraient. « Prête ?» lui demanda-t-il doucement. « Prête, dit-elle, le menton haut. » Au moment où ils entrèrent dans la salle de bal, le test commença. Julian, tenant un verre de scotch, les intercepta immédiatement. « Eh bien, regardez ce que le chat a rapporté, dit-il. Ses yeux balayant le smoking de Liam avec dédain. Cendrillon est enfin au bal. Tu l'as loué? Ou la pizzeria a-t-elle un uniforme officiel? On y était. L'occasion parfaite. Une insulte publique directe. Liam sentit les doigts d'Amelia s'enfoncer dans son bras. Il attendit qu'elle parle pour prononcer la réprimande tranchante et définitive qu'elle avait promise. Julian, arrête ça, dit-elle, mais sa voix était un faible sifflement, pas un rugissement. Elle essayait d'éviter une scène, pas de gagner une bataille. Tu te rends embarrassant. Je me rends embarrassant? Julian éclata de rire, un son bruyant et braillard qui fit tourner plusieurs têtes. Je ne suis pas celui qui a amené un pique-assiette à un dîner à 1000 $ le couvert. Il est ici pour observer comment vit l'autre moitié, je suppose. Il prend des notes pour son prochain chef-d'œuvre, le menu d'un bowling. Les gens à proximité gloussèrent. L'humiliation était aiguë, publique, et précisément ce qu'Amelia avait juré d'empêcher. Et elle s'est pliée. Elle a tiré Liam au loin, le visage brûlant, le traînant vers un coin moins bondé de la pièce. Ignorons-le tout simplement, marmonna-t-elle. Il est ivre. C'était une autre excuse, un autre échec. Liam ne dit rien. Il dégagea simplement son bras de son étreinte et regarda autour de la salle de bal opulente. Il vit Richard Vance à l'autre bout de la pièce, en grande conversation avec un homme chauve et corpulent. Liam le reconnut immédiatement. M. Chen, le représentant principal du groupe Helio, les principaux investisseurs derrière le projet Serafina. Richard gesticulait follement, son visage un masque de vendeur désespéré. C'était la nuit où il espérait sécuriser son héritage. La soirée s'éternisa, un désastre au ralenti pour les Vance. Le conférencier principal, un célèbre philanthrope de l'environnement, avait annulé à la dernière minute en raison d'une urgence familiale. Une panique palpable commença à se propager parmi le personnel de l'événement. Le sourire parfait d'Eleanor était tiré, ses yeux s'élançant nerveusement vers la scène. La conversation de Richard avec M. Chen était clairement au point mort. L'investisseur avait l'air de s'ennuyer, regardant sa montre. La nuit, le couronnement social de sa famille était en train de s'effondrer en un fiasco. Amelia n'en était pas consciente, perdue dans sa propre misère. « Je suis désolé Liam », murmura-t-elle pour la 10e fois. « Je me suis figé. »« Je sais, dit-il, et c'était vrai. Il s'y était attendu. » Juste à ce moment-là, le coordinateur de l'événement se précipita sur scène et tapota nerveusement le microphone. « Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous avons eu un léger changement dans notre programme. Notre estimée oratrice, le Dr Albright, a été inévitablement retenue. » Un murmure de déception parcourut la foule. Richard Vance avait l'air apoplectique. C'était une catastrophe absolue. Mais avant que le coordinateur ne puisse continuer ses excuses balbutiantes, une silhouette émergea des coulisses et marcha calmement vers le podium. C'était M. Harrison, l'agent de Liam, d'une élégance impossible dans un costume sur mesure. « Bonsoir, dit Harrison, la voix calme et autoritaire, coupant court au bavardage nerveux. Bien que le docteur Albright envoie ses plus profonds regrets, nous avons la chance d'avoir un remplaçant vraiment remarquable. Une personne dont le travail ne concerne pas seulement la charité, mais la refonte fondamentale de notre monde pour le meilleur. » La foule se tut, intriguée. Richard Vance se pencha en avant, les yeux plissés. Qui pourrait bien sauver ce désastre? Ce soir, continua Harrison, une pause dramatique planant dans les airs. Le groupe Helio est fier de présenter, pour la toute première fois, l'architecte visionnaire qui est, jusqu'à présent, resté complètement anonyme. L'esprit derrière certaines des structures les plus innovantes et durables de la planète. Mesdames et messieurs, veuillez vous joindre à moi pour accueillir le créateur du projet Serafina, l'homme connu sous le nom de Athelred. Un halètement collectif balaya la salle de bal. Le nom atterrit comme un coup de tonnerre. C'était un coup d'une ampleur inimaginable. Le génie le plus reclus du monde moderne était ici, à leur gala? Le visage de Richard Vance passa du désespoir à un triomphe délirant. Il tapa dans le dos de M. Chen.
Vous voyez? Vous voyez, Chen? C'est le genre d'événement que j'organise. Je vous avais dit que j'avais des relations. Eleanor avait l'air de s'être vue accorder un miracle divin. Julian était suffisant, calculant déjà le capital social. Ce serait l'histoire de l'année. Les Vance avaient à-t-elle raide. Amelia, debout à côté de Liam, lui attrapa la main. Oh, mon Dieu, Liam, tu peux y croire? A-t-elle raide est là. Mon père va perdre la tête. Ça sauve tout. Liam la regarda, devant l'excitation innocente et incompréhensive sur son visage. Il ressentit un pincement au cœur de quelque chose qui ressemblait presque à du chagrin. Il lui serra doucement la main. Oui, dit-il doucement. Ça change tout. Sur scène, M. Harrison a souri. C'est pour moi un honneur insigne et un privilège personnel de vous présenter l'esprit derrière A-t-elle Red Design, un homme d'une vision et d'une intégrité sans pareille, M. Liam Carter. Harrison se tourna et fit un geste, non pas vers les coulisses, mais directement vers le public. Directement vers le coin où Liam et Amelia se tenaient. Le silence. Ce n'était pas un silence tranquille. C'était un rugissement d'absence. Un vide physique là où le son de la respiration de 300 personnes s'était trouvé. Toutes les têtes de la pièce se tournèrent. Une vague lente et synchronisée d'incrédulité. Ils suivirent la ligne du geste de Harrison jusqu'à l'homme sans prétention dans le simple smoking noir. Liam soutint leur regard. Il serra la main d'Amelia une toute dernière fois et la lâcha. Il commença à marcher vers la scène. Le trajet de son coin de la salle de bal à la scène lui sembla durer 1 kilomètre. À chaque pas, la mer de visages s'écartait devant lui. Il pouvait sentir leurs yeux sur lui. Un mélange de confusion, de choc et de compréhension naissante. Il passa devant la table de Richard Vance. Richard était pétrifié, la bouche bée, les mains toujours sur l'épaule de M. Chen. L'investisseur, M. Chen, fixait Liam. Son expression, l'une d'un intérêt calculateur intense. Liam passa devant Julian, qui avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. La mâchoire pendante. Le verre de scotch figé à mi-chemin de ses lèvres. Il vit Eleanor. Son sourire peint brisé. Son visage un masque de pure horreur non dissimulée. Et il vit Amelia. Elle était clouée sur place. Sa main toujours tendue d'où il l'avait lâchée. Son visage était une toile de dévastation totale, alors que les pièces se mettaient en place avec une clarté brutale et horrifiante. Le secret qu'il avait partagé avec elle, celui qu'elle avait jugé trop lourd, trop effrayant à reconnaître, explosait maintenant au grand jour de la manière la plus dramatique imaginable. Son mensonge par omission venait de percuter la vérité, et les débris étaient son monde entier. Liam atteignit la scène et serra la main de M. Harrison. Il se tourna vers le public. Les lumières vives de la scène étaient chaudes sur son visage. Il marcha jusqu'au centre de la scène où se trouvait un simple pupitre. Il se baissa vers le sol à côté, où un préposé avait placé son tube en cuir sans prétention. Il dévissa calmement le bouchon, en sortit un seul plan roulé, et l'étala sur le pupitre. C'était le plan directeur du site pour le projet Serafina. Il regarda la foule silencieuse et stupéfaite. Il retrouva les yeux d'Amelia. Il vit les larmes commencer à couler sur son visage, mais il ne ressentit aucun triomphe. Seulement un profond chagrin pour le choix qu'elle n'avait pas fait. Puis il reporta son attention sur le microphone. « Bonsoir », commença Liam. Sa voix ferme et claire, amplifiée dans toute la salle caverneuse. « Je m'appelle Liam Carter. » Il laissa le nom s'installer, permettant aux 300 esprits dans la pièce de réconcilier l'homme qu'ils pensaient connaître. Ou l'homme que les Vance avaient présenté, avec le nom qu'Harrison venait d'annoncer. Pendant de nombreuses années, j'ai choisi de faire mon travail en privé, poursuivit-il. Je crois qu'un bâtiment, comme une personne, devrait être jugé sur ses propres mérites. Sur son intégrité, son but, son impact sur le monde. Pas sur le nom ou la réputation qui y est attachée. La valeur d'une structure réside dans sa fondation, sa conception, son harmonie avec son environnement. Ce n'est pas dans le prestige de son architecte. Il fit une pause, laissant ses yeux balayer les premiers rangs, où la famille Vance était assise comme des statues dans une tragédie. Le visage de Richard était passé de triomphant à cendré. Eleanor semblait se recroqueviller dans sa chaise. Le thème de ce soir est un jardin de rêve. C'est un beau sentiment.
Mon rêve a toujours été de construire des structures qui n'occupent pas seulement un espace, mais qui l'enrichissent. C'est la philosophie derrière le projet Serafina. Il tapota le plan sur le pupitre. Ce n'est pas seulement un complexe hôtelier. C'est une biosphère autosuffisante, un système en boucle fermée qui générera sa propre électricité, recyclera sa propre eau et produira zéro émission de carbone. C'est un témoignage de l'idée que l'ingéniosité humaine dans le monde naturel peut et doit coexister en harmonie. Il parla pendant 10 minutes de son projet, sa passion évidente dans chaque mot. Il décrivit les atriums en verre solaire, les cœurs d'énergie géothermique, les fermes hydroponiques qui nourriraient les résidents. La foule, initialement stupéfaite jusqu'au silence, était maintenant captivée. Il n'était pas seulement un architecte, il était un visionnaire, et ils étaient suspendus à chacune de ses paroles. M. Chen, l'investisseur, était penché en avant, son expression en était une de profonde admiration. Puis, le ton de Liam changea. Il leva les yeux de ses plans, son regard trouvant les vents une fois de plus. La chaleur dans sa voix fut remplacée par une précision froide et claire. Mais les rêves, comme les bâtiments, nécessitent une base solide. Et la base la plus solide est l'intégrité. La mesure la plus vraie de la valeur ne se trouve pas dans un compte bancaire, ou un nom de marque, ou la voiture que vous conduisez. Elle se trouve dans la façon dont vous traitez les gens, surtout ceux dont vous croyez qu'ils n'ont rien à vous offrir. Un frisson parcourut la pièce. Ce n'était plus une conférence sur l'architecture, c'était un règlement de compte. J'ai été invité dans la maison de la famille Vance, dit Liam. Sa voix calme, mais portant dans chaque recoin de la salle de bal. Il n'a pas élevé la voix, il n'en avait pas besoin. Le calme était plus accablant. Et j'ai appris de précieuses leçons. J'ai appris que la voiture que je conduis, une berline fiable de 10 ans, était un motif de ridicule public et d'une offre de charité. Julien tressaillit comme s'il avait été physiquement frappé. Les gens aux tables environnantes, qui avaient entendu ses remarques précédentes, se tournèrent pour le fixer avec un mépris ouvert. J'ai appris, continua Liam, que le travail de ma vie, la chose même dont nous sommes venus discuter ce soir, était considéré comme approprié pour concevoir des marque-places et des menus pour un déjeuner. Eleanor émit un petit son étranglé. Son visage, couvert de maquillage onéreux, était maintenant d'une nuance de blanc effroyable. Ses amis à sa table éloignèrent subtilement leurs chaises d'elle. Et il y a quelques semaines à peine, dans un bon restaurant, j'ai appris qu'une relation de 2 ans, un partenariat fondé sur l'amour et la confiance, pouvait être rétrogradé en amitié pour éviter un moment de désagrément social devant un rival commercial. Ses yeux se posèrent finalement, avec tristesse, sur Amelia, qui sanglotait maintenant ouvertement, son corps tremblant sous la force de sa honte. Ce n'était pas des tests, dit Liam, sa voix s'adoucissant avec une note de tristesse. C'étaient des choix qui ont été faits, des choix qui révèlent le caractère plus qu'aucun bilan financier ne le pourrait jamais. Il regarda directement Richard Vance, dont le visage s'était effondré en un masque de pure terreur. Comme sur un signal, Richard, dans un acte de déni désespéré et réflexe, sortit son téléphone. Ses doigts tremblaient alors qu'il tapait « Liam Carter, Athelred » dans la barre de recherche. L'écran s'illumina avec ses pires craintes devenues réalité. Des articles, des interviews avec Harrison, des documents d'entreprise, tout confirmant la vérité impossible. Le sang quitta son visage. Le téléphone glissa de ses doigts engourdis et cliqueta sur la table. Le projet Serafina, conclut Liam, sa voix retrouvant son ton professionnel, est plus qu'un bâtiment. C'est une déclaration de valeur. Il s'agit de transparence, de durabilité et de respect. Par conséquent, tout partenaire que nous choisissons doit partager ces valeurs dans leur intégralité. Il regarda M. Chen, puis revint vers Richard. Pour cette raison, la candidature de l'entreprise de développement Vance ne sera plus prise en considération. La déclaration était un coup net et fatal. Il n'a pas été porté avec colère ou méchanceté, mais comme une simple conséquence commerciale inévitable. Une bombe silencieuse qui venait d'anéantir les ambitions de Richard Vance. Liam roula son plan, le glissa de nouveau dans son tube en cuir et fit un léger signe de tête au public abasourdi. Merci pour votre temps, et s'il vous plaît, donnez généreusement pour les enfants. Il quitta la scène, laissant un cratère de silence dans son sillage. Au moment où Liam descendit de la scène, la salle de bal explosa. Ce n'était pas des applaudissements mais une cacophonie de chuchotements frénétiques, de chaises qui raclent, de gens qui se précipitent en avant. Mais ils ne se précipitaient pas vers les Vance.
Il se précipitait vers Liam. Un cercle protecteur se forma autour de lui, mené par M. Harrison, qui repoussa habilement les sympathisants les plus agressifs. M. Shen, l'investisseur du groupe Helio, fut le premier à percer, la main tendue, le visage rayonnant. M. Carter, un honneur, un véritable honneur, dit Shen, la voix pleine d'une admiration sincère. Votre discours, votre vision, c'est exactement ce que nous espérions. Marcus Thorne me dit depuis des mois que vous étiez le vrai talent. Mais ça, c'est au-delà des attentes. Nous devons parler, demain, dans mon bureau. Je demanderai à M. Harrison de l'organiser, répondit calmement Liam en serrant la main de l'homme. Du coin de l'œil, il vit Richard Vance observer l'échange. Son visage, un portrait de l'agonie. Le prix qu'il avait convoité, par-dessus tout, serrait la main de son conquérant juste devant lui. La monnaie sociale sur laquelle il avait construit sa vie venait d'être déclarée contrefaite. Les Vance étaient maintenant un îlot de disgrâce au milieu de leur propre fête. Les invités qui les flattaient une heure auparavant, donnaient maintenant un large contournement à leur table, chuchotant derrière leurs mains en passant. Ils étaient radioactifs. Julian, le visage empourpré d'un mélange d'alcool et de honte, fit une embardée désespérée vers Liam. Liam, mec, M. Carter, et, je plaisantais, tu sais. La voiture, les menus. C'est juste comme je suis, une petite taquinerie. Je n'en avais aucune idée, mec, je suis tellement désolé. Ces excuses étaient une bousculade pathétique et égoïste. Liam ne l'a même pas regardé. M. Harrison s'interposa entre eux, un mur silencieux et inamovible. Je crois que M. Carter est pris par ailleurs, dit Harrison, d'une voix glaciale. Julian trébucha en arrière, rejeté et humilié, et se retira vers la table de sa famille comme un chien battu. Ensuite vint Richard. Il s'approcha avec hésitation, sa fanfaronnade habituelle complètement disparue, remplacée par une humilité désespérée et suppliante. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'au début de la soirée. M. Carter, Liam, commença-t-il, la voix rauque. C'était tout un discours. Écoutez, à propos de l'offre, je comprends votre position, vraiment. Ma famille a dépassé les bornes, de façon impardonnable. Mais mon entreprise, Vance Développement est une bonne entreprise, avec des fondamentaux solides. Nous pouvons exécuter votre vision. Ne laissez pas un malentendu personnel assombrir un projet de plusieurs milliards de dollars. Il essayait toujours de conclure un accord, même maintenant il voyait cela comme une négociation. Liam se tourna finalement pour le regarder, son expression n'était pas de colère, mais de pitié. M. Vance, dit-il, la voix basse et ferme, vous ne comprenez toujours pas, ce n'est pas une négociation. C'est une conséquence. Les fondamentaux de votre entreprise ne sont pas pertinents lorsque les valeurs de ses dirigeants sont si fondamentalement corrompues. Nous ne travaillerons pas ensemble. C'est définitif. Richard tituba en arrière, la finalité des mots le frappant comme un coup physique. Il avait perdu, complètement et irrévocablement. Finalement, un chemin se dégagea et Amelia se tint devant lui. Son maquillage était ruiné, sa belle robe émeraude ressemblant maintenant à un costume pour un rôle qu'elle ne pouvait plus jouer. La pièce entière semblait retenir son souffle, regardant le dernier acte du drame. Liam, murmura-t-elle, la voix brisée. Je suis désolé, je suis tellement désolé. Je t'aime, j'ai été faible et j'ai été lâche et je t'ai laissé tomber de toutes les manières possibles. S'il te plaît, ne laisse pas ça être la fin. Nous pouvons arranger ça. Il la regarda et, pour la première fois cette nuit-là, il laissa paraître sa propre douleur. La profonde déception, le chagrin pour ce qu'ils avaient perdu, ce qu'elle avait jeté. Arranger quoi, Amelia, demanda-t-il doucement. Le fait que tu aies eu honte de moi? Le fait que tu aies accordé plus de valeur à l'opinion de ta famille? De Marcus Thorne? De parfaits inconnus? Plutôt qu'à ma dignité? Tu ne peux pas arranger ça avec des excuses après coup. Tu l'arranges sur le moment. Tu l'arranges en étant courageuse. Il tendit la main non pas pour la toucher, mais pour désigner les ruines de sa famille autour d'eux. Ils ont fait ça, mais tu les as laissés faire. Tu leur as tendu le couteau à chaque fois. Tu étais ma partenaire, Amelia. Tu étais censé être mon port d'attache, et au lieu de cela, tu les as laissés te transformer en une autre tempête. Des larmes coulaient sur son visage. Je sais, mais je peux changer. Je vais changer. Pour toi.
Ne change pas pour moi, dit-il, sa voix remplie d'une terrible tristesse. Si tu dois changer, fais-le pour toi. Fais-le parce que tu veux être une personne intègre, non pas parce que tu veux reconquérir un riche petit ami. La personne que tu dois devenir est quelqu'un qui aurait défendu le concepteur de logo de pizza, pas seulement l'architecte mondialement célèbre. Il marqua une pause, livrant la vérité finale et déchirante. L'amour ne te demande pas d'être plus petite, Amelia. Il aurait dû te rendre courageuse. Je suis désolé, mais je ne peux pas revenir en arrière. Il se retourna et s'éloigna, M. Harrison à ses côtés, la laissant seule au centre de la salle de bal. Un magnifique et tragique monument à sa propre lâcheté. Le jardin de ses rêves avait été incendié, et c'était elle qui tenait l'allumette. Les mois qui suivirent le gala se déroulèrent avec la lente et inévitable gravité des conséquences. Liam, maintenant libéré du manteau de l'anonymat, vit le monde se précipiter pour l'embrasser. Le projet Serafina, désormais publiquement attaché à son nom et à son visage, devint un phénomène mondial encore plus important. Le partenariat avec le groupe Helio de M. Chen fut finalisé par un accord record, et Liam se vit confier le contrôle créatif et éthique total. Il figurait sur les couvertures des magazines, non pas comme un fantôme mystérieux, mais comme Liam Carter, l'homme qui reconstruisait le monde, un chef-d'œuvre durable à la fois. Il était plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. La légèreté de vivre dans sa propre vérité, un sentiment plus libérateur que n'importe quel succès. Pour les Vance, les retombées furent catastrophiques. Le gala devint légendaire dans leurs cercles sociaux. Une histoire racontée avec une joie mauvaise lors de chaque événement de charité ou dîner au country club qui suivit. Ils n'étaient plus puissants, ils étaient la chute d'une blague. La vie sociale d'Eleanor s'évapora. Son groupe d'amis soigneusement sélectionnés, qui gravitaient autour d'elle pour son statut, l'abandonna du jour au lendemain. Ses appels téléphoniques restèrent sans réponse. Ses invitations à déjeuner furent poliment déclinées. Elle devint une paria, isolée dans la demeure opulente qui ressemblait désormais à une prison, un rappel constant de l'humiliation dont elle avait été l'architecte. Julian fit face à une forme plus directe de disgrâce professionnelle. L'histoire de ses moqueries publiques envers l'une des figures les plus respectées au monde se répandit comme une traînée de poudre dans le milieu financier. Il était considéré comme un imbécile grossier, un fardeau. Après plusieurs semaines atroces à être mis à l'écart au travail et à perdre des comptes clés dont les dirigeants ne voulaient rien avoir à faire avec lui, il accepta discrètement un transfert forcé dans un bureau satellite d'une ville qu'il méprisait. C'était une rétrogradation en tout sauf en nom. Richard Vance subit la perte la plus tangible. Le rejet public par Atelred envoya des ondes de choc à travers l'industrie du développement. Il ne s'agissait pas seulement de perdre le contrat Serafina. Il s'agissait du marquage public de la direction de son entreprise comme corrompue. Les investisseurs devinrent méfiants. Des partenaires se retirèrent des accords en cours. Thorne Consolidated, dirigé par l'astucieux Marcus Thorne, capitalisa sur la faiblesse de Richard, braconnant ses meilleurs talents et décrochant 2 autres contrats majeurs que l'entreprise de développement Vance était favorite pour remporter. L'entreprise de Richard ne fut pas détruite, mais elle fut paralysée. Un géant mis à genoux par sa propre démesure. Il fut contraint de vendre une part importante de ses actifs juste pour rester à flot. Une retraite humiliante pour un homme qui n'avait jamais connu que l'expansion. Et puis il y avait Amelia. Elle disparut entièrement de la scène sociale. Liam apprit par une connaissance commune qu'elle avait quitté son appartement élégant pour emménager dans un endroit plus petit et plus modeste. Elle avait quitté son emploi dans le marketing, une carrière que son père avait arrangée pour elle, et était retournée à l'école pour étudier le travail social. Elle suivait une thérapie, affrontant les insécurités profondément enracinées qui avaient été nourries par l'obsession toxique de sa famille pour le statut. Elle essayait, semblait-il, de devenir enfin la personne qu'elle aurait dû être depuis le début. Elle lui a écrit une lettre, une longue lettre, environ 6 mois après le gala. Ce n'était pas un plaidoyer pour la réconciliation. C'étaient des excuses, lucides et sans faille. Elle a assumé l'entière responsabilité de sa faiblesse, de son silence, des 1000 petites entailles qu'elle lui avait infligées. Elle écrivit que le gala, aussi horrible qu'il fût, avait été un cataclysme nécessaire, brisant le monde faux dans lequel elle vivait et l'obligeant à en construire un nouveau basé sur des valeurs authentiques. Elle n'a pas demandé à le voir. Elle n'a pas demandé de réponse. Elle lui souhaitait seulement du bonheur et le remerciait de l'avoir, par inadvertance, libéré. Liam lut la lettre dans son bureau, un espace magnifique et lumineux conçu par lui-même,
surplombant le chantier de construction du projet Serafina. Il a ressenti un sentiment de conclusion, une tristesse silencieuse pour l'amour qui avait été perdu, mais aussi une lueur d'espoir pour elle. Il espérait qu'elle trouverait sa voie. Sa vie était bien remplie. Son travail était stimulant et gratifiant. Il était entouré de personnes qui le respectaient pour son esprit et son caractère. Il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis le début. Une vie d'intégrité vécue au grand jour. La vengeance qu'il avait exigée n'était pas née de la méchanceté, mais d'une vérité simple et puissante, que la vraie valeur d'une personne n'est pas quelque chose qui peut être donné ou retiré par les autres. C'est quelque chose que l'on construit soi-même, de la base au sommet. Les Vance avaient essayé de le démolir, mais ils avaient oublié de vérifier ses plans. Sa fondation était solide. La leur était construite sur du sable, et quand la tempête est arrivée, tout est tombé exactement comme il se devait. Le soleil inondait les vastes fenêtres de son bureau, accrochant les grains de poussière qui dansaient dans l'air comme de minuscules possibilités scintillantes. Il baissa les yeux vers le vaste chantier de construction en contrebas, vers le gracieux squelette ascendant du projet Serafina. C'était son rêve qui prenait forme, un témoignage non pas de son nom, mais de ses idéaux. Il avait tenu tête à l'arrogance et aux préjugés, et il n'avait pas compromis son intégrité. Il n'était pas devenu cruel ni vindicatif. Il avait simplement tendu un miroir, et le reflet avait brisé l'illusion. La véritable victoire, réalisa-t-il, ne résidait pas dans leur chute, mais dans son propre respect de soi, tranquille et inébranlable. C'était la seule structure qu'il avait construite et qui ne pourrait jamais être démolie. Il prit un stylo et commença à esquisser, une nouvelle idée, un nouveau rêve se formant déjà sur la page. Le travail continuait, et il était libre. Nous construisons nos vies tous les jours avec nos choix, n'est-ce pas? Nous choisissons de défendre ce qui est juste, de défendre ceux que nous aimons, et de valoriser l'intégrité plutôt que l'apparence. L'histoire de Liam est un puissant rappel que la véritable force ne consiste pas à crier haut et fort sa propre valeur, mais à la vivre calmement. Le monde est plein de gens qui essaieront de vous juger sur des choses superficielles, mais votre valeur n'est jamais soumise à leur débat. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez été sous-estimé, ou avez dû faire un choix entre ce qui était facile et ce qui était juste? Je serais sincèrement intéressé de lire vos expériences dans les commentaires ci-dessous. C'est une conversation qui vaut la peine d'être eue. Merci beaucoup de m'avoir rejoint dans ce voyage. Si vous avez trouvé cette histoire satisfaisante, veuillez laisser un j'aime et envisager de vous abonner pour d'autres histoires de justice, de rédemption et du pouvoir durable du caractère. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas de construire vos propres fondations avec solidité.